Bienvenue au Polysécure, épisode spécial sur la résilience. Je suis avec Alexandre. Bonjour et puis bonjour à tous. Ça va bien? Ah bah ça va super bien. C'est un rendez-vous que j'adore parce que c'est le partage et puis il y a de belles discussions, il y a des beaux retours, donc c'est très très intéressant. Puis le partage, c'est l'idéal. Oui, puis absolument, puis c'est un peu ce qu'on a dans notre domaine, c'est ce qui fait qu'on a un domaine fort et riche, c'est qu'on justement ce degré de partage-là qui est très ouvert et très intéressant. Aujourd'hui, on va aborder le plan de reprise informatique sous son petit nom, le PRI, qui est largement connu dans le monde des TI. De par une forme d'obligation qu'on met en place des éléments de relève informatique, justement pour relever les systèmes en cas de bris. Cependant, de mon expérience, généralement, c'est fait sans attache aux affaires. Puis c'est aussi un peu une confusion que le plan de continuité, donc la résilience, n'est pas le PRI. C'est pas la même chose, c'est un composant du plan de continuité des affaires dans lequel on doit s'inscrire. Donc, c'est très important de ne pas confondre les deux parce que en cas d'une vraie crise, on ne pas le plus beau plan de relève possible s'il n'est pas bien acté. Ça ne donnera pas les résultats voulus pour les affaires. Donc, de ramener la business en opération le plus rapidement possible, surtout pour les secteurs qui sont névralgiques pour cette compagnie-là, cette entreprise-là. Donc, je vais te laisser commencer aussi à présenter un peu comment tout ça se matérialise parce qu'il y a beaucoup d'aspects très intéressants de ça qui sont quand même primordiaux, sauf qu'il faut justement les placer aux bons endroits pour que le résultat et l'argent qu'on va mettre dedans, parce que c'est quand même dispendieux, rapporte ou vraiment agissent comme une police d'assurance au moment où la crise se présente. Alors, je vais reprendre sur ce que tu dis. En effet, il y a quelque chose de très très important qu'on constate chez les clients. C'est l'utilisation du terme PCA pour le plan de reprise informatique ou le plan de relève informatique. Très souvent, quand je vais chez des clients, je leur demande s'ils ont quelque chose, ils me disent oui, on a un PCA. Et en fait, un PCA, ils parlent de leur PRI. Donc, juste pour rappel, le plan de continuité d'activité, c'est un petit peu la couverture qui va permettre de maintenir ou de reconstruire son activité d'un point de vue métier, mais d'un point de vue aussi informatique, et ça va permettre de gérer. Donc, on a 3 plans sous un plan de continuité d'activité. On a le plan de gestion de crise, c'est la tour de contrôle qui va nous permettre de tout reconstruire. On a le plan de continuité métier ou le plan de continuité des opérations qui permet aux métiers de maintenir leur activité sans informatique ou quand leur bâtiment a été détruit. Et puis, il y a le plan de reprise informatique qui est là vraiment spécialisé pour la reprise informatique. Et dans les termes de plan de reprise informatique, en fonction un petit peu avec qui on discute, on a plein de mots qui parlent. Plan de relève, plan de reprise, plan de secours informatique, plan de continuité informatique et télécom. Donc, on se retrouve parfois un petit peu difficilement par rapport à tous ces acronymes. Donc, le plan de reprise informatique est vraiment là pour reprendre son informatique suite à un événement qui a détruit ou qui a rendu indisponible son informatique. Quel type d'événement on peut avoir? On peut avoir bien évidemment un centre informatique qui passe au feu. On avait fait un podcast sur OVH, on en avait parlé, c'est un data center qui a brûlé, un info nuagique qui a brûlé, mais on a aussi en fait l'application de plan de reprise, mais d'une certaine façon, en cas de cyberattaque, et ben là, on va activer des plans de reprise pour reconstruire les systèmes, mais pas forcément sur le site de reprise parce que lui-même, en fait, peut être impacté. Donc ça, la table étant mise par rapport à ça, il y a des concepts de base qu'il faut aller voir. Tu parlais tout à l'heure que l'informatique, en fait, ne s'attachait pas, on constatait que ça s'attachait pas toujours au métier, et c'est vrai. En fait, l'informatique, la reprise informatique, on en fait depuis très 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 longtemps, avant même que les métiers se préoccupent de savoir comment est-ce qu'ils allaient maintenir leur activité sans informatique. Et en fait, cette reprise informatique était gérée spécifiquement dans le cadre, en fait, de l'informatique, et puis qui disait de toute façon, nous, on fait ce qu'on veut, et le métier, on s'en fout. On fait ce qu'on veut avec ce qu'on a, et puis les autres, on s'en fout.
Et ensuite de ça, avec la mise en place de d'ISO 22301, avec toute cette notion que les métiers, ils ont quand même leur place, parce que les métiers, c'est eux qui génèrent le business, c'est eux qui font rentrer les sous. Eh ben, il s'avère qu'on s'est aperçu que l'informatique n'était plus le centre du monde, mais c'est juste un crayon. Un crayon au même titre qu'un stylo Bic pour un comptable qui a besoin d'écrire sur sa feuille de papier. Donc, quand on remet en fait l'église au milieu du village, on s'aperçoit que normalement, le plan de reprise informatique doit être construit en fonction du besoin des métiers. Donc, si le métier dans le milieu bancaire, typiquement, les salles de marché, ils ont besoin qu'il n'y ait pas de coupure, l'informatique va falloir qu'elle s'adapte à ça et pas qu'elle dise oh ben non, ça risque de coûter trop cher, vous aurez l'informatique au bout de 24 ou 48 heures. La salle de marché, à chaque seconde, on perd des millions, donc c'est pas comme ça que ça marche. Donc, il y a eu un renversement en fait de situation où les plans de reprise ont dû s'adapter au niveau des métiers. Donc ça, c'est une chose qui est très très importante. Un plan de reprise informatique, on le fait pas par plaisir pour des techniciens, mais on le fait par obligation pour les métiers. Maintenant, quand on construit un plan de reprise informatique, il y a des choses à savoir, à mettre en place. Alors, par exemple, il faut savoir, quelles sont les listes d'applications, quelles sont les applications essentielles. Sur ces applications essentielles, quand est-ce qu'on veut qu'elles redémarrent. Ensuite de ça, il faut qu'on connaisse un petit peu ces applications. Elles communiquent entre elles. Elles sont pas seules dans leur coin. C'est quoi le flux de communication? Ensuite de ça, il va falloir avoir une cartographie des applications versus des serveurs. Si les utilisateurs, les métiers utilisent des applications, ces applications-là, elles sont pas en train de flotter de façon ésotérique dans les airs, elles s'appuient sur du matériel. Et détrompez-vous, attention, l'info nuagique, ça s'appuie sur du matériel, c'est pas juste une brume qui passe dans le ciel. Donc, il faut rattacher les applications en fait au monde physique. Ensuite de ça, faut regarder, il y a la production et puis il y a la non-production. Habituellement, ce qu'on aime bien reprendre en priorité, c'est la non-production, c'est les services essentiels au public, aux clients, etc. La non-production, généralement, c'est pas ce qu'on va reprendre en premier. Et pourtant, chez certains clients, on a des environnements de développement qui ne sont pas de la production, qui ont un petit maillon, un petit pied dans la production, et si on les remonte pas, ça met le bazar. Ça, c'est un petit message à mes amis d'exploitation qui ont tendance parfois à glisser un petit truc qui devrait pas être dans la production. Et puis, bien évidemment, il va falloir qu'on regarde comment est-ce qu'on va enchaîner les choses. On va d'abord exécuter un certain nombre de redémarrages, de reprises de système, et ça se fait de façon ordonnée. On va pas redémarrer un système qui n'a pas d'utilité alors qu'il y a des systèmes qui sont vachement plus prioritaires. Typiquement, si vous ouvrez un portail et que ce portail vous permet d'accéder à des bases de données, à des applications derrière, si vous relevez le portail et puis que vous n'avez pas relevé les bases de données et puis les applications derrière, ça ne sert à rien. Donc, vous perdez du temps. Donc là, il y a tout un travail à regarder sur justement comment est-ce qu'on fait ce séquencement. Puis bien évidemment, une reprise informatique, et d'autant plus en cas de cyberattaque, ça s'appuie sur des sauvegardes. Si vous n'avez pas de sauvegarde, oubliez ça, la reprise informatique, là, vous allez pouvoir partir à la plage. Vous pourrez pas la faire, ça va être dramatique, ça va durer des semaines, des mois, et puis à mon avis, vous pourrez les pointer au chômage. Donc, par rapport à ça, ça nécessite d'avoir un plan de sauvegarde viable. Et puis, avec les cyberattaques, avant, en reprise informatique, on n'était pas trop ennuyé, on s'occupait quand il y avait une inondation, un incendie, ça arrivait pas tout le temps. Maintenant, avec les cyberattaques, quasiment toutes les semaines, voire tous les jours, on a une épée Damoclès qui pourrait nous couper la tête en deux. Et donc, dans ce cas-là, il faut qu'on puisse repartir à partir de sauvegardes et des sauvegardes immuables, c'est-à-dire que on ne puisse pas les modifier. Et qui plus est, ça serait votre dernière bouée de sauvetage. Imaginez le Titanic coule, vous êtes dans une barque, mais la barque, trop de monde, on vous fout dehors. La seule possibilité que vous avez, c'est d'avoir une bouée de sauvetage, ou alors, comme DiCaprio, d'avoir une planche sur laquelle vous allez pouvoir flotter. Donc, votre sauvegarde immuable, c'est ça, c'est vraiment votre dernier secours. Ça, c'est juste les intrants. Donc, vous voyez, un plan de reprise informatique, il faut quand même
bien le préparer. Et si vous le préparez pas, ben en fait, vous allez avoir une espèce de machin qui va être assez terrible et assez indigeste à mettre en place et qui va vous amener tranquillement vers la perte de vos entreprises. Ouais, justement. Je suis parti comme une bombe. Ah oui, mais ce en matin, feu. j'ai une énergie folle. Mais justement, il y a un point très intéressant, puis la mutation du plan de reprise qui était axé vers le désastre naturel, ou le désastre un peu moins naturel, comme une fuite d'eau, par exemple, comme on a déjà vu dans la région de Québec, par exemple, où il y a des tuyaux de choses qui ont inondé une salle de serveur, par exemple, à un environnement puis là, qui détruit la salle de serveur au complet, ou en tout cas en très grande partie, ou à maintenant un environnement où on a des attaquants, des cyberattaquants qui vont s'en prendre à certaines ressources. Donc, il y a une réflexion, une modification du plan de reprise justement pour s'adapter à des reprises plus petites, justement, ou à des portées différentes que ce qu'on avait l'habitude de relever une salle blanche au complet avec toutes les choses comme ça. Dans un cas d'un immeuble, puis j'ai trouvé ça très important, justement, tu cites cette espèce de modification-là dans la portée, puis ça va devoir rafraîchir parce que si on prend notre gros plan pour une cyberattaque qui est à portée limitée, on sort l'artillerie lourde pour quelque chose qui normalement pourrait se régler beaucoup plus rapidement et efficacement. Puis surtout que, je rebondis sur ce que tu dis, l'approche d'une reprise informatique suite à une destruction, bah c'est facile. On a des serveurs ailleurs, on va appliquer des restaurations ou redémarrer les machines virtuelles, c'est vraiment super facile. Mais on a des équipements qui sont prévus pour ça. Dans le cas justement d'une cyberattaque, vos équipements, vous les avez pas perdus. Ils sont là. Donc, en fait, ceux qu'on va se servir dans le cadre d'une reprise informatique, on va extraire une partie qui va nous permettre simplement de reconstruire les systèmes de façon peut-être unitaire. Parce que dans un sinistre global, où vous perdez votre centre informatique, bah là, vous reconstruisez tout. Dans le cas d'une cyberattaque, c'est peut-être quelques systèmes qui sont touchés. Donc là, il va falloir adapter le plan de reprise pour pouvoir redémarrer ces systèmes-là. Donc ça, c'est un point qui est important. Je te remercie d'avoir rebondi là-dessus et du coup, ça m'a permis de rebondir là-dessus. Tout à l'heure, j'ai parlé justement des sauvegardes. Il y a une méthodologie qui est très très importante dans les sauvegardes, c'est la 3-2-1. Donc on en parle beaucoup, mais je vais juste la rappeler ici. C'est d'avoir au minimum 3 copies de données. C'est d'avoir sur ces copies de données sur 2 supports différents. Donc je suis un homme très âgé, donc moi j'ai connu les cassettes. Je crois que de moins en moins on en a, mais un support différent, c'est une cassette versus des données qui sont sur des disques. Ça peut être une clé USB, ça peut être un disque amovible, ça peut être un autre espace disque dans un autre site. Et ça, la distanciation amène justement le 1 du 3-2-1 qui est en fait la copie hors site. Donc ça, c'est excessivement important là. Si vous ratez le 3-2-1 ou si vous en ratez ou si vous n'avez pas le 2, pas le 1 là, si vous êtes cyberattaqué, investissez chez Kleenex, vous allez voir, ça va être très rentable. Vous pourrez avoir une petite rentrée d'argent en perdant votre entreprise. Vous aurez quand même les actions Kleenex. Ensuite de ça, il faut savoir comment est-ce qu'on va et où est-ce qu'on va faire notre reprise informatique. Alors sur cette reprise informatique, en fonction des entreprises, il y a des entreprises qui sont fortunés, qui ont beaucoup d'argent, et puis on va prendre la Rolls-Royce de la reprise informatique, du site de reprise informatique, et puis il y en a qui sont, ils n'ont pas forcément les moyens étendus. Donc là-dessus, il y a 4 types en fait de sites sur lesquels on peut retourner. C'est le site à froid. Donc là, le site à froid, vous imaginez une salle blanche, une salle dans lequel vous avez des arrivées électriques, des arrivées froids, etc. Et puis, il va falloir l'équiper au moment de la crise. C'est pas cher. Par contre, le redémarrage, c'est relativement long. Ensuite de ça, on a un petit truc un petit peu plus luxueux, c'est l'environnement tiède. L'environnement tiède, la salle tiède, là vous avez justement du matériel qui est déjà prépositionné dedans. Vous pouvez avoir des copies de sauvegarde qui se trouvent là-dedans, et puis au moment du sinistre, vous avez déjà le matériel, vous redémarrez ce matériel, là vous faites les restaurations, et puis vous redémarrez sur vos services essentiels. Puis après, on monte, donc ça, c'est un petit peu plus cher, mais c'est aussi un petit peu plus rapide. Après, on commence à monter dans le luxe, là, c'est le site à chaud. Là, le site à chaud, vous avez tout simplement votre site de production qui est quelque part, et un site dans lequel vous avez des équipements équivalents qui sont actifs, c'est-à-dire que de façon
immédiates, eh ben, elles sont actualisées, donc ça tourne. Donc c'est actif-actif, par exemple, où on peut avoir un petit dégradé avec un actif passif, c'est-à-dire avec une petite perte de données, mais quoi qu'il en soit, sur ces serveurs de cette salle à chaud, vos données sont présentes. Si votre site de production tombe, vous avez cet environnement qui va vous permettre de redémarrer dans les heures à venir. Donc ça, c'est luxueux. Ça nécessite quand même des investissements, c'est sûr, c'est pas donné. Et puis maintenant, avec l'arrivée de l'info nuagique, donc pour les 3 premiers, généralement, on avait soit de l'allocation chez un tiers, soit les entreprises qui sont fortunées avaient leur propre centre de reprise informatique, hein, qui servait d'ailleurs qu'à ça. C'est un petit peu un gâchis, il y a des méthodologies pour optimiser financièrement tout ça. Et puis maintenant, avec l'info nuagique, eh ben, on arrivait sur le DRaaS, donc le Disaster Recovery as a Service. Et dans ce cas-là, c'est de faire de la reprise informatique, non plus dans un centre physique qui vous appartient ou que vous sous-traitez, par exemple, à un grand fournisseur à 3 lettres, par exemple. Par contre, vous pouvez aller acheter des espaces chez les entreprises et puis, dans l'info nuagique, vous allez pouvoir reconstruire votre système d'information. Et là, c'est assez économique. Ça peut être aussi assez rapide à l'acquisition. Par contre, à l'utilisation par la suite, il faut être assez prudent. Donc, on a des solutions par rapport à ça qui sont très, très intéressantes, mais ça nécessite de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut. Je suis en feu aujourd'hui, là. Ouf. Complètement. Mais là, sur là, j'avais rien à dire de supplémentaire parce que c'était assez complet. Okay. En termes de stratégie, là aussi, il y a quelque chose d'important auquel il faut penser dans la reprise informatique. Donc, ça peut être des stratégies simples de reprise un peu à froid. Donc, on a son site interne et puis une stratégie de reprise informatique, ça peut être tout simplement des sauvegardes et puis on verra bien où est-ce que ça va nous mener. Mais de faire des sauvegardes, ça peut être des sauvegardes internes, ça peut être des sauvegardes sur des services du style backup as a service, etc. dans l'info nuagique. Une autre façon de stratégie pour la partie tiède, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est un site interne qui va basculer sur un DRaaS et là vous allez avoir une stratégie qui va vous permettre d'avancer là-dessus. Ensuite de ça, il y a des reprises dans l'info nuagique. Donc fournisseur info nuagique, vous êtes hébergé chez un fournisseur info nuagique, et ben vous pouvez avoir une reprise à chaud chez le même fournisseur info nuagique. Et dans ce cas-là, on va utiliser ces solutions de reprise informatique. Et vous pouvez avoir toujours dans le même principe une autre stratégie qui va être tout simplement fournisseur info nuagique dans un DRaaS. L'avantage de ça, c'est que vous restez pas chez le même fournisseur. Si votre fournisseur, pour une raison X ou Y, devient indisponible parce qu'il s'est fâché avec vous et puis il vous coupe les tuyaux, et ben en ayant une solution en fait chez un tiers, donc dans un DRaaS, vous pourrez vous retourner avec ce tiers. Si vous fâchez pas avec, vous pourrez sauver votre entreprise. Donc 4 stratégies. Et puis il y a les stratégies économiques, c'est ce que je suis en train de mettre chez un client, c'est d'avoir en fait ce qu'on appelle une répartition des actifs. Imaginez le petit chaperon rouge qui se promène pour aller voir Mère Grand avec son panier plein d'œufs. Bah oui, cette fois-ci, il n'a pas de confiture, mais il a un seul panier. Enfin, elle a un seul panier. Donc, elle se prend les pieds dans une branche, elle tombe, enfin dans une racine, elle tombe par terre, le panier tombe, les œufs tombent, elle a tout perdu et Mère Grand va être très triste. Ceci dit, ça va lui sauver la vie. Maintenant, imaginez qu'elle parte avec 2 paniers, des œufs dans chaque panier. La scène arrive, elle tombe dessus, elle fait tomber un panier, elle garde l'autre, et elle a gagné 50% de ses œufs. Dans l'informatique, dans cette stratégie de répartition des actifs, c'est exactement ce même principe-là. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir 2 centres informatiques dans votre environnement, répartissez vos actifs. La prod d'un côté, la non-prod de l'autre. Cette non-prod va vous permettre de pouvoir reconstruire très rapidement votre système de production, etc. Ou répartissez la production dans différents sites. J'ai mis ces solutions-là dans chez pas mal de clients, et croyez-moi, il y a beaucoup d'œufs qui ont été sauvés. Oui, puis c'est très avantageux de le faire comme ça. Puis là, si on va dans une étape de design plus loin, justement, on répartit la charge. C'est-à-dire que les mêmes systèmes se retrouvent sur 2 sites ou 2 fournisseurs distincts, parce qu'on on peut avoir ces 2 propres centres de données, mais on peut utiliser 2 centres de données d'un fournisseur infonuagique, par exemple, de choisir un AWS puis un Azure, par exemple, ou un GCP, et de déplacer nos charges
sur les deux et quitte à ce que qu'il y ait un balanceur qui fasse vers un et l'autre en même temps, justement, pas qu'on paye dans le vide. Quand on est phonologique, on paye pas le matériel, c'est qui est beaucoup plus économique qu'une vraie salle blanche ou une vraie salle de relève dans lequel plus classique dans lequel on est habitué. Donc, on a cet avantage-là, mais il demeure que c'est des frais. Fait que si on est capable de diluer la charge entre plusieurs fournisseurs, et on l'a vu à plusieurs reprises où Amazon a perdu des pans de mur complets d'indisponibilité. Donc, tous les services qui reposaient que sur Amazon, par exemple, se sont trouvés indisponibles en même temps qu'Amazon. Donc, justement, de leur balancer, disons, chez deux fournisseurs. Et en plus, on est capable de faire de façon géographique parce que là, je te vole un peu son punch, mais là où le volet de souveraineté des données aussi est très important dans ce contexte-là d'info-nuagique. Donc, c'est une réflexion supplémentaire qui doit être faite. Puis là, on doit amener pas juste les gens de TI dans la réflexion, mais il faut amener les gens juridiques aussi dans la réflexion. Ouais, les gens juridiques, en effet, et puis bah, les métiers aussi, hein, parce que on part plein de balles dans l'info nuagique, ce qui est très bien, hein, mais que se passe-t-il si l'info nuagique n'est plus disponible? On avait fait un petit peu un podcast par rapport à ça. Je vous invite d'aller voir, de regarder dans la chaîne, hein, et puis de retrouver ce podcast-là. Il y a une chose qui est très très importante dans la reprise informatique, et ça on n'y pense pas quand on fait les plans de reprise informatique. Déjà, c'est quand même relativement pénible de faire un plan de reprise informatique. Ça nécessite de l'argent, ça occupe les gens, on bloque du matériel, et puis de toute façon ça sert jamais. D'accord? Eh ben, quand ça sert, on est déjà bien content de l'avoir, mais en fait, il y avait tellement de choses à faire qu'on n'a pas réfléchi à la synchronisation. Or, quand on remonte des systèmes informatiques, ben forcément, ces systèmes informatiques-là, ils ont perdu des données. Enfin, en tout cas, dans la grande majorité. Et donc, quand on va se retrouver avec le système A qui a perdu, par exemple, 24 heures de données, le système B qui a perdu, lui, 48 heures de données, et puis, vos fournisseurs, ils vous ont envoyé des fichiers, ou vous avez envoyé des fichiers. Il y a un moment ou un autre, il va falloir poser, une fois qu'on a monté toute la quincaillerie, et puis il va falloir se dire, OK, c'est quoi mon point de démarrage, mon point de synchronisation sur tous les systèmes? Et ça, on le perçoit pas franchement. En fait, on le perçoit seulement quand l'événement est arrivé. Et quand on dit à nos boss, écoutez, on vous a mis une solution qui était super top avec seulement 2 heures de perte de données, mais en fait, on avait oublié la solution qui, elle, a perdu 48 heures de données. Donc, il va falloir qu'on recule 48 heures en arrière et qu'on synchronise tous les systèmes à 48 heures. Là, vous allez vous faire virer, hein. Ça fait partie du business. Mais il faut le penser, en fait, cette synchronisation-là. Et en fait, on ne la prend pas en compte. Et dans le cas d'une reprise informatique sur la perte d'un CTI, en fait, la reconstruction de la quincaillerie, c'est super simple, super simple, on s'entend, hein. C'est assez facile et rapide. Par contre, la resynchronisation de l'ensemble des systèmes là, ça peut prendre plusieurs jours. Et là, ça peut être dramatique. Oui, puis ces délais de recouvrement-là ou de délais de perte doivent être définis. Puis ça, c'est justement dans un plan de reprise, ça doit des caractéristiques qui viennent conditionner le plan, parce qu'il y a des organisations qui sont prêtes. Puis ils viennent conditionner le plan aussi. Là, puis là, c'est pour ça qu'il faut parler avec les affaires, encore une fois, parce que c'est eux qui vont nous dicter exactement où on doit se situer. Ils peuvent perdre plusieurs jours de données, ça n'a aucune conséquence à faire. Ou ils peuvent garder le système indisponible pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines dans certains cas, dans ce que j'ai déjà vu, où ça n'a pas de conséquences. Puis l'exemple que j'ai, c'est un système qui ne sert qu'à produire un événement mensuel, donc il ne sert qu'à répondre à une requête ou à un besoin mensuel. Donc, celui-ci peut être indisponible. Donc, justement, on va balancer la séquence, justement, parce que lui, on ne le mettra pas en priorité, parce qu'à moins qu'on soit proche de l'événement de choses, autrement, on peut le repousser. Puis justement, la perte aussi des données, il faut le mesurer, parce qu'il y a des secteurs qui tolèrent zéro perte de données. On peut même pas perdre 5 minutes de données parce que ça peut avoir des résultats catastrophiques. Donc, il faut le mesurer. Justement, si on veut garder son emploi, si on veut pas contribuer à l'achat de Kleenex. Ouais, c'est ça. Justement, par rapport à ça, et puis je vais rebondir sur ce que tu dis, le RTO, le RPO, donc en anglais, et puis le DMIA, le PDMA en français, ISO 22301. Ça là-dessus, en fait, normalement, c'est les métiers, et je dis bien normalement, c'est les métiers. Obligatoirement, ça devrait être les métiers. Et j'ai du mal, hein, vraiment, je suis conditionnel par rapport à ça. Donc, c'est les métiers qui devraient donner les DMIA, les RTO, les RPO, les DMIA, PDMA. Et dans les faits, dans la règle de l'art, c'est ça qui se passe. Par contre, si on pouvait, avec
des types de crises où on perdait un CTI, on mettait les solutions en place pour répondre en fait aux besoins des utilisateurs. C'est le sens de la vie, c'est comme ça que ça doit se faire dans les règles de l'art. Avec les cyberattaques, accrochez-vous à vos sièges, messieurs, mesdames, des métiers. En fait, on peut plus respecter les demandes que vous faites en termes de RTO, de RPO, de DMIA, de PDMA. Parce que tout simplement, si techniquement on peut répondre à la destruction d'un site avec des équipements matériels qui vont être là spécifiquement, dans les cas d'une cyberattaque, en fait, on ne peut très très difficilement répondre à un délai qui est demandé par les clients. Tout simplement parce que on ne maîtrise pas du tout comment est-ce qu'on va être en capacité de pouvoir reconstruire les systèmes. Et même avant de les reconstruire, va falloir chercher d'où vient l'attaque pour pouvoir la pallier, de regarder les failles. Et toute cette analyse-là, ça va prendre un certain temps. Et même si on avait des systèmes qui étaient redémarrables à 0 heure en cas de destruction de matériel, ben, en cas de cyberattaque, là, votre 0 heure, il va partir dans les cieux, et vous aurez beau faire pipi par terre, vous rouler dedans, en fait, vous ne pourrez pas avoir mieux que ce que on peut donner par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important, et c'est vraiment complètement un changement de paradigme depuis que on subit des cyberattaques. On a beau mettre en fait des DMIA, des RTO et tout ça là, se rapprocher le plus du désir de l'utilisateur. Au final, en cas de cyberattaque, tout ça, ça part, c'est plus tenable. Et justement, puisque je parle de cyberattaque, j'avais noté 4 principes de base dans une cyberattaque. Première, c'est que vos serveurs et vos données sont corrompus et sont donc devenus des otages. Des otages, en fait, des preneurs d'otages. Donc, ceux qui sont déjà corrompus, que l'on sait, justement, on les a vus, vos systèmes sont tombés, on vous demande une rançon, on les connaît. Par contre, ce qui est pernicieux aussi dans la cyberattaque, c'est que, donc le deuxième principe, c'est que les autres serveurs sont possiblement des preneurs d'otages masqués. On ne sait pas encore, ils continuent à fonctionner, ils ont l'air d'être en bonne santé, etc. Mais peut-être qu'ils peuvent vous péter au nez dans les jours, dans les semaines qui peuvent suivre. Donc ça va nécessiter d'analyser tout ça. Et c'est pour ça que du coup, les RTO, RPO, ça vole dans les limbes. Troisième principe, vos systèmes répliqués sont probablement indisponibles ou corrompus. Donc on a fait un super plan de reprise informatique avec des actifs partout. Ça nous a coûté un fric fou. Par contre, quand on est cyberattaqué, vos systèmes de production qui sont eux répliqués pour pouvoir répondre justement immédiatement et pas avoir de rupture de service, vos systèmes de secours, vos systèmes de reprise, eux aussi sont corrompus, donc ils sont bons à la poubelle. Et puis quatrième point, et je reviens un petit peu sur ces histoires de sauvegarde, vos sauvegardes peuvent elles aussi être corrompues ou inutilisables, dont cette notion très très importante d'avoir des sauvegardes immuables, donc avec tout plein de mécanismes, je vais pas m'étaler là-dessus. Donc par rapport à ça, en fait, à la cyberattaque, ça c'est quatre principes de base sur le fait qu'on peut être très très rapidement dans l'ennui, pour pas dire dans la merde. Donc, vis-à-vis de ça, comment est-ce qu'on fait pour faire de la reprise informatique sur une cyberattaque de type rançon logiciel? Donc, il y a deux principes de base là par rapport à ça. Il y a deux options en fait. On repart à l'aide des sauvegardes. Généralement, les sauvegardes elles-mêmes, elles vont embarquer en fait le virus qui vous a foutu le bazar dans vos systèmes. Ou alors, on rase tout et on repart de zéro. Et donc, dans ce cadre-là, la reprise informatique, c'est pas juste de reconstruire les systèmes, c'est que là, il va falloir vraiment reconstruire la machine elle-même de base, reconstruire les systèmes médians, reconstruire toutes ces choses-là, et puis possiblement restaurer la partie des données actives sur le système. Donc, ça va faire une évolution par rapport, en fait, à une reprise classique où on est des gros bourrins, on est des gros bûcherons, on arrive, on coupe tout ça, on reconstruit tout ça de façon rapide. Il va falloir être un petit peu plus fin en cas de cyberattaque, d'où le fait que ça va prendre du temps, sans compter que forcément, et on l'a vu avec Log4j, il y a eu des patchs qui ont été donnés, on a tout mis ces patchs-là en place, et puis on s'apercevait que le patch lui-même était vérolé. Donc on nous fournissait un autre patch qui était lui-même vérolé, etc. Donc en fait, ça peut être très très long. Donc deux méthodes, on repart à partir de sauvegardes, mais là il va falloir faire attention par rapport à ces sauvegardes-là. Donc on peut les mettre dans un bac à sable, les nettoyer, machin, etc. Ou alors on repart à blanc, et généralement on repart à blanc.
Alors là, ensuite de ça, bon, les actions qu'il va y avoir, les flux de travaux, je vais y aller très très rapidement parce que le temps file et comme je suis en feu là, je vais y aller assez rapidement. On va commencer par une analyse de la cyberattaque, l'évaluation de l'impact. Comment est-ce qu'on s'est fait attaquer? Quel est l'impact sur le business? Quel est l'impact sur les environnements qui sont autour? On va rechercher bien évidemment des solutions de rémédiation. Il va falloir quand même voir comment est-ce qu'on résout le problème et comment est-ce qu'on évite qui s'étendent. On va appliquer forcément les solutions de rémédiation. C'est ce que je parlais sur Log4j. On a des patchs qui arrivent, mais ces patchs sont pas toujours super nickel. On va rechercher aussi des actifs compromis. Quand je vous parlais tout à l'heure des serveurs qui sont peut-être en bonne santé, puis qui seront futurs, qui sont peut-être des preneurs d'otages masqués, c'est ça, va falloir les dénicher. Ça veut dire que si vous avez un serveur qui est impacté, puis que vous avez 100 serveurs qui sont autour, va falloir regarder les 100 serveurs. Ça va être un petit peu plus long que de s'occuper d'un seul serveur. Ensuite de ça, va falloir valider les sauvegardes parce que si on est cyberattaqué, possiblement que ils ont peut-être attaqué les sauvegardes. Et ensuite de ça, va falloir, si on a été les données sauvegardées et puis on n'a pas envie d'aller là, il va falloir reconstruire les données corrompues. Reconstruire les données corrompues. Alors là, acheter un SMI remorque de Kleenex parce qu'on veut surtout pas, mais alors vraiment surtout pas, aller à reconstruire des données parce que là c'est dramatique. Et ensuite de ça, on va reprendre les actifs compromis. Et là, il y a 12 étapes qui sont là-dedans. Je vais y aller très très rapidement. Priorisation des actifs à reconstruire, parce qu'il y a des actifs, il faut les séquencer. Donc ça, on va le prendre dans le plan de reprise qu'on a fait, puisqu'on a un beau séquencement en fait de reprise. On va créer les actifs à blanc. Donc là, on repart à zéro. On installe les composantes communes. On durcit l'actif. Une fois qu'on a reconstruit la base, on va quand même vérifier que c'est en bon état et puis que lui-même, dans la reconstruction, on n'a pas amené des failles de sécurité, ce serait ballot. On va refaire des configurations, on va recontrôler la sécurité par rapport à ces configurations-là. On va installer des logiciels ou des solutions maison. Donc là, on va repartir des sources, vérifier que les sources sont pas eux-mêmes corrompues. On va restaurer les données. Nettoyer dans la mesure du possible. Et quand je parle des données, c'est vraiment les données actives qui vont être dans les BD. Mais elles peuvent être elles aussi corrompues, donc faut possiblement être attentif là-dessus. On va vérifier des tests de connectivité, on va contrôler les vulnérabilités une fois qu'on a monté tout ça. On va bien évidemment tester l'application parce que on a balancé des patchs, on a mis des correctifs. Donc les applications, elles sont assez sensibles quand on commet des correctifs. On peut le voir avec Microsoft il y a quelques années de ça, là, quand ils mettaient des nouvelles versions, ça foutait un sacré beau bordel. Et ensuite de ça, va falloir remise de l'actif en fait en service. Donc ça, c'est directement dit 12 techniques par lesquelles, en fait, 12 points par lesquels on passe quand on reconstruit. Donc, vous comprenez bien, par rapport à une reprise informatique où on est des gros bûcherons et puis on reconstruit, on coupe les arbres et machin, on retaille tout ça, ce qui prend vachement moins de temps. Dans une cyberattaque, on est plus de l'ordre du chirurgien, d'accord? Donc, on va prendre notre temps, sinon le patient, il va mourir et c'est pas franchement ce qu'on veut. Et puis, le dernier point sur le flux de travaux à faire, c'est le retour d'expérience. Là, on a fait justement un podcast le mois dernier sur justement une étude avec BRP. Le retour d'expérience, vous avez perdu des sous quand même à faire ça. Vous avez perdu du temps. Donc, capitalisez dessus. C'est énorme. Et en plus de ça, soyez sympa en fait de partager votre expérience avec les autres parce que ça va aider tout le monde. Et là, la partie que je vous parlais, c'est normalement que pour la partie de production, ce qui est essentiel. Et donc, bravo. L'urgent est fait une fois qu'on a fait tout ça. Par contre, il reste tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est des environnements de non-production. Et généralement, c'est 1/3 production, 2/3 non-production. Donc, il vous reste encore 2/3 à refaire. Vous avez encore pour des semaines, des mois, voire peut-être des années de plaisir à reconstruire tout ça. D'où l'importance d'avoir un plan très bien fait en amont, parce que moins le plan est bien fait, plus le temps de recouvrement va être long. On a vu des organisations, même des mairies en France qui ont pris qu'à l'heure actuelle, je crois, même après plusieurs années, on n'a même pas réussi encore à remettre sur pied l'ensemble de leurs prestations informatiques. Donc, on voit à quel point ça peut devenir très, très
lourd et difficile si on n'est pas bien outillé en amont, on n'est pas bien préparé pour ce genre de choses-là. Je te remercie encore une fois pour ta collaboration, le contenu super intéressant comme toujours. On va continuer cette série-là parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Il y a beaucoup de facettes que je pense que les gens oublient malheureusement. Le PRI est en était un parmi ceux-ci, ou en tout cas ne comprennent pas bien le rôle que ça a dans un plan de continuité des activités, donc de comment articuler ça. Fait que merci beaucoup. Ça fait plaisir. À bientôt.